Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 février 2023 et voilà, c'est une année complète passée sur YouTube. J'ai été parfois avec un petit délai, mais j'ai été parmi vous tout le long d'une année. Et cette séquence, baptisée Lazaréenne, suite au texte de Jean Quérol, eh bien donc a débuté le 9 février 2022 avec une vidéo qui s'appelait Les révolutions moléculaires et le blocus d'Ottawa. Vous vous souvenez, les camionneurs qui ont occupé les alentours du Parlement et la ville d'Ottawa, qui a duré plusieurs semaines. Et on connaît la suite, le 24 février, ça a été l'agression russe en Ukraine, et nous y sommes toujours. Les camionneurs ont depuis longtemps regagné leur garage, voire la route des Amériques. On se souvient qu'ils ont été cueillis comme des roses. Ils ont vu, c'est le pouvoir de Big Brother, ils ont vu leur carte de crédit suspendue, ils pas pu, n'ont pas pu retraiter. Alors, ils ont été, littéralement, la police est allée les chercher dans leur camion. Ils ne pouvaient plus faire de plein non plus. Alors, la révolution conservatrice, on peut l'appeler comme ça, n'aura duré que le temps des roses et au Québec, ça n'aura pas été traduit par ce mécontentement ne s'est pas fait entendre comme les instigateurs l'auraient souhaité aux dernières élections provinciales qui ont eu lieu le 3 octobre 2022. Alors aujourd'hui donc, une vidéo soulignant ce fait. Demain, 10, je commence ma deuxième année. Alors je ne sais pas quand je vais l'arrêter, cette séquence-là, et en fait, je ne souhaite pas l'arrêter. J'ai ma petite idée quand elle pourrait s'arrêter. Mais je ne veux pas m'avancer plus en avant, et certains d'entre vous ont peut-être deviné ce que j'ai derrière la tête. Oui, peut-être. Les temps, ils sont ce qu'ils sont. Je voudrais vous parler de quelque chose de passablement triste, mais qui est une nouvelle manière de célébrer les morts, comment je pourrais vous dire ça, donc? La culture numérique transforme notre rapport à la mort, notre rapport à la disparition. Moi, je suis très friand des réseaux sociaux. Très, très, très friand. Et de toute façon, je ne dis jamais de mal de choses dont je fais un fort, grand usage. Il m'apparaît absurde de dire du mal quand on pratique avec autant d'intensité un sujet ou un autre, ou une activité ou un autre. Il m'apparaît étrange. À ce moment-là, il faut l'arrêter. Si ça ne nous plaît pas, il faut l'arrêter. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. Et au fil des années, j'ai lié des liens avec des gens qui m'ont beaucoup apporté et que j'espère à qui j'ai apporté un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, sur mon fil Facebook est apparu un message d'une grande tristesse. Et l'homme qui l'a rédigé, ce message, fréquentait ma librairie. Je dis bien fréquentait car il ne la fréquentera plus jamais, à moins que Pierre-Émile, c'est de Pierre-Émile dont il est question, est rendu déjà dans un autre monde et à l'instar de Philippe Codic,
Je serai derrière mon comptoir, mais peut-être au lieu de porter un veston gris, je porterai un veston bleu poudre. Et que lui, au lieu d'acheter Kierkegaard, il achètera Nietzsche. Il aura passé à deux doigts d'acheter Kierkegaard. Finalement, il a acheté son dévolu sur Nietzsche. Peut-être nous sommes déjà, lui et moi, rendus dans cette dimension, dans dans l'univers multiple, le multivers. Et donc, il écrivait un message d'adieu. Et donc, au fil des années, où je vais revenir sur ma première idée, j'ai noué des relations virtuelles avec des gens que je n'ai jamais rencontrés, ce qui n'est pas le cas de Pierre-Émile. Et lorsque certains d'entre eux sont décédés, j'en ai éprouvé un très vif chagrin. Je pense entre autres à Raymond Roy. Raymond Roy, un fin lettré, un érudit, et quelqu'un dont on pouvait deviner l'extrême sensibilité par l'écriture. Une écriture toujours juste, précise, jamais dans le conflit non plus. Il y avait des convictions. Pensait un certain nombre de choses et il y tenait. Mais exprimé avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. On pouvait deviner l'homme derrière le texte. Et lorsque son décès est survenu en juin, le 23 juin 2019, j'en ai éprouvé un vif dépit. Vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup affecté. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'en ai éprouvé un très, très, très vif dépit. Et pendant un jour même, j'ai perdu l'envie d'écrire. Ouais, imaginez donc, moi qui est plutôt prolixe, j'en ai perdu donc l'envie parce qu'il y avait toujours un échange entre lui et moi. Je me savais lu par lui, je considérais que c'était à la fois un privilège, un honneur, une marque d'amitié. Et immanquablement, je le lisais. J'étais toujours intéressé à savoir ce qu'il pensait. Alors, j'ai noué ainsi d'autres amitiés avec d'autres personnes que je n'ai jamais rencontrées non plus et qui ont partagé des points communs, des réflexions, des éclairages neufs ou des éclairages qu'on réajustait. Et j'en ai éprouvé du dépit aussi, voire même du chagrin. Alors, c'est étonnant d'avoir de la peine pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu, mais, mais qu'on devine, donc, vous voyez, j'ai même du mal à m'exprimer, donc on ressent la présence. Et cette présence quotidienne, parfois, dans certains cas, qui nous est plus proche que certains de nos proches. Tout cela à travers le filtre d'un écran. Tout ça derrière un clavier, humaine présence. Alors je pensais pas vous lire ça aujourd'hui. Je voulais vous parler que ça faisait un an, cette séquence lazaréenne, qui c'est, en fait, au fond, c'est logique. Il y a eu beaucoup de morts au fil de cette année. Beaucoup, beaucoup de morts. Surtout la première partie où ma mère, à la même date, son état de santé s'aggravait vraiment. Et le cancer qu'elle avait contracté en mars ou avril 2018 a fini par l'emporter 4 ans plus tard. Mais à la suite de presque d'un acharnement médical qui nous laisse dubitatifs quand on y repense. On se demande, mais pourquoi on lui a fait subir tout cela pour en arriver à son exécution? L'exécution qu'elle a voulu, qu'elle a choisie, qu'elle a ardemment désirée. Je lui raconter ça dans quelques vidéos. J'ai vécu mon deuil sur YouTube, car elle ne souhaitait pas, aucune cérémonie, aucune. On a respecté ça. Il y avait beaucoup de violence dans ce désir.
beaucoup de colère. Ma mère elle est morte encolérée. Elle est morte en colère. Alors, peut-être qu'elle a été toute sa vie en colère et puis finalement, elle est morte dans une explosion de colère terminale. C'est possible. Il y a un enseignement, en tout cas, à recevoir là-dessus. Elle n'est pas morte en toute sérénité, en tout cas. Elle n'est pas morte au bout de ses jours. Elle est morte au bout de sa colère. Et donc, ça a duré plusieurs mois, ceci. Euh, des gens que j'ai côtoyés, on a eu une conférence donnée par un philosophe, un sociologue plutôt, Robert Leroux. Et 2 semaines après la conférence donnée à la librairie, il est décédé. Ça, c'était fin septembre ou début octobre. Ouais, fin septembre ou fin de l'été, fin du mois d'août peut-être. Ouais, fin du mois d'août. Et une dizaine de jours plus tard, il décédait. Alors ça aussi, c'était assez étonnant de partager une expérience avec un homme et de le côtoyer quelques heures. Et quelques jours après, peut-être que lui aussi, dans une autre dimension, nous sommes en train d'organiser sa conférence. Je ne suis pas encore mort, là, mais on doit s'y préparer. Je ne sais pas trop comment, mais on doit s'y préparer. Alors, je vais vous lire le texte qu'a écrit aujourd'hui à 14 heures Pierre-Émile. Eh bien voilà, mon tour de planète est maintenant bouclé. Le chariot est arrivé à la butée d'arrêt. L'ingénieur m'a donné son hoquet pour descendre. Bonne continuité à tous et à toutes, mes amis terriens, terriennes. Prenez grand soin de vous. Profitez bien de votre vie. Love you all. PS, Peter Pan, je vous attends pour que vous me montriez le chemin. Pierre-Émile. À la suite de ce petit texte, eh bien, les condoléances ont fusé. Chacune savait que Pierre-Émile luttait contre un cancer déjà depuis quelques années. Il m'en avait fait part lors de ses visites de plus en plus espacées à la librairie et où il m'expliquait qu'il lui restait quelques mois à vivre. On est impuissant, il n'y a pas de parole qu'on peut dire lorsqu'on est mis en présence d'une personne qui se sait pratiquement de science sûre qu'elle va mourir dans les semaines qui vont suivre. Et à la suite de ce petit texte, donc, les condoléances ont été abondantes. Pierre-Émile est réapparu, disons. Mais Pierre-Émile, celui ou celle qui a transmis le message de Pierre-Émile, a écrit que le message que je viens de vous lire, donc qui a été publié à 14 heures cet après-midi, eh bien, Pierre-Émile avait rendu l'âme 1 heure avant. Donc, c'était et qu'il souhaitait que ces ultima verba soient annoncés, soient dites après son trépas. Alors, c'est assez troublant d'imaginer toute pas cette mise en scène, mais cette préparation, ce soin apporté à dire ces derniers mots. Très certainement, peut-être a-t-il reçu l'aide médicale à mourir. C'est ce qu'on peut imaginer. Mais assurément, il était conscient. Il était conscient. Et moi qui le lisais attentivement, je reconnais sa griffe, je reconnais son écriture. Tandis que la deuxième personne qui est intervenue
en utilisant son nom, c'était déjà un autre style. Et cette personne qui l'avait mandaté pour nous offrir ces dernières paroles, eh bien, n'avait pas la même écriture. Alors ça aussi, le grain de l'écriture, on peut le reconnaître. Bon, je suis un peu tristounet de conclure, ben, je ne la conclus pas, cette séquence lazaréenne, mais que cette dernière année, en tout cas, se termine de cette manière. Mais on sent en tout cas moi, je le sens, je sens que les ombres s'allongent autour de moi. Et tel que je l'ai annoncé hier et dans les vidéos antérieures, il me faut impérativement développer un ton et un style qui va contre cette, qui va endiguer, en tout cas, je l'espère, cette montée de noirceur que l'on sent partout, en fait. Je ne crois pas être le seul. Je ne crois pas être le seul. Et autour de moi aussi, dans mes contacts, sur mes plateformes, sur mes réseaux, tout le monde est en voyage presque. Ça aussi, c'est assez étonnant. C'est un peu comme si tout le monde, comme si beaucoup de gens se disaient, faut en profiter avant qu'il soit trop tard. J'ai mis quelques réserves il y a quelques jours sur le mot profiter. Je ne sais pas si on doit profiter. En tout cas, Pierre-Émile, il nous dit bien, profitez bien de votre vie. De votre vie ou de celle des autres, ou de l'existence élargie. La grande existence. Alors, il me tarde d'offrir des textes, des réflexions qui ne seront pas trop empreints de tristesse, ni de découragement surtout, même si c'est, moi je trouve ça assez difficile en fait. Je trouve ça assez difficile. Ouais, peut-être un dernier petit mot sur... ben, c'est difficile pour moi de m'en empêcher, mais bon, je vais quand même vous dire que j'ai été extrêmement ému d'écouter Zelensky à Londres. Et son discours à la fois érudit et émotif, oui, c'est vrai que c'est un comédien, c'est un communicateur hors pair. Et je pense que dans ces situations extrêmement tragiques, trouver les mots justes, trouver les mots appropriés, ça relève plus que de l'art. Ça confine à la tragédie dans ce cas-là de plus noble. Et en fait, c'est une véritable tragédie que vit le peuple ukrainien. C'est une tragédie également que vit le peuple russe. D'être entraîné comme ça par un vieillard qui semble avoir développé une fascination, en tout cas une accointance avec la mort et la destruction. Un vieillard qui sans doute s'imagine peut-être qu'en offrant comme ça en pâture des enfants, des jeunes hommes, des femmes, en jetant comme ça dans la fournaise de la mort, peut-être ça le garde lui vivant. En fait, je ne sais trop comment on peut... je ne sais trop qu'est-ce qui se passe la nuit. Je ne crois pas qu'il y ait des rêveries cosmiques. Peut-être est-il entouré, peut-être est-il aspiré par une sorte de béance monstrueuse qui l'entraîne peut-être aux confins d'une sorte d'enfer personnel. Je ne sais trop. Je peine à imaginer, en tout cas, ce qui se passe dans sa tête. Et encore moins dans son cœur. Mais hier, ce discours était absolument extraordinaire. Bon, je ne vous dirais pas que c'est un discours qui m'a fait du bien, parce que c'est un discours aussi qui annonce, qui préfigure
de grands bouleversements. De très, 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 très grands bouleversements. Et au Québec, malheureusement, ce que j'observe, je conclus vraiment. Je m'étais promis de rien dire là-dessus, mais c'est plus fort que moi. Au Québec, l'extrême droite, l'extrême gauche, euh, les, euh, les islamistes, les fondamentalistes islamistes, euh, les éco-anxieux, les, euh, les pacifistes. En fait, beaucoup de gens sans être des pro-Poutine, assurément ne sont pas des pro-ukrainiens. Et je ne cesse de penser à l'implication des édiles et des élites québécoises lors de la Deuxième Guerre mondiale, dont beaucoup étaient des partisans à la fois de Salazar ou de Mussolini, le socialisme nationaliste. Hein, non pas le national-socialisme, mais le socialisme socialiste. Les partisans d'Hitler étaient moins nombreux, disons. Mais ceux de Mussolini l'étaient. Le maire de Montréal, Camille Hood, a passé du temps en détention, ayant soutenu Mussolini. Et on comprend bien l'axe catholique, conservateur, s'était rangé. Et en plus, les Québécois avaient, en grande majorité, avaient refusé, en tout cas, avaient refusé la conscription, avaient refusé d'aller d'aller se battre, aux côtés des forces britanniques pour aller combattre le péril nazi. Et je sens autour de moi cette tiédeur, cette indifférence même. Elle ne nous regarde pas, il faut être deux pour danser. On soupèse, on jauge, on, on, on devient des historiens amateurs, on explique le Donbass, on explique 2014, on explique la Révolution orange. Alors, on se retrouve avec une quantité de gens érudits, nuancés, qui font la part des choses, pondérés, pendant que des bains de sang engloutis deux peuples. Un peuple victime pure, je dirais, et un autre peuple envoûté, victime de dirigeants maléfiques. Et je sais qu'au Québec, malheureusement, les pacifistes rongent leurs freins. Et lorsqu'il sera clair dans l'esprit de tout le monde que nous sommes vraiment en guerre, que nous ne sommes pas que des co-belligérants vaguement passifs parce que là, on ne peut plus reculer de toute façon. L'Ukraine doit... Je ne sais pas si elle doit gagner, mais les Russes doivent retourner chez eux, ça c'est clair. C'est le meilleur des scénarios, que les Russes retraitent, simplement. Et après, ben là, c'est sûr, il va y avoir quand même une course aux armements. Ça, c'est dans les meilleurs scénarios. Mais je sais qu'au Québec, à un moment donné, il y aura des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Montréal pour protester contre la guerre et qui vont refuser l'effort de guerre canadien. Ça, pour moi, c'est clair. Je l'entends, je le vois. Dans tous les camps, hein, gauche, droite, dans tous les camps, c'est audible. Et quant à moi, c'est sûr que je n'irai pas manifester. Voilà. Mais à demain. Je suis désolé de cette conclusion un peu triste, mais si vous avez l'occasion d'aller écouter le discours de Zelensky, euh, j'ai rien entendu de tel depuis des décennies.
nos démocraties pacifistes, n'ont pas de raison de produire de tels discours. On peut pas, ce pathos, cette émotion qui transfigure tout, faut être plongé dans l'horreur pour parvenir à cette grandeur. Mais ce qui est étonnant, c'est le brio, c'est l'érudition, c'est la finesse. Et c'est la force de la conviction née du désespoir. Le désespoir peut être éloquent, assurément. À demain.